Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui un petit book haul, tranquille, sans préparation. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, ça faisait 1 an à peu près, parce que j'essaie de réduire les achats de livres, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises ici ou sur les réseaux sociaux. Et le format du book haul, je le trouve intéressant, mais je trouve qu'il faut pas trop en abuser non plus. Donc il n'y aura pas trop d'ordre dans cette vidéo, j'ai pris tous les livres que j'avais acquis. Donc les deux premiers c'est de la poésie parce que je suis assez désireuse actuellement de lire un petit peu plus de poésie. Et j'en ai lu plus l'an dernier d'ailleurs, j'étais assez contente. Le premier que j'ai acheté c'est le roman inachevé d'Aragon. J'aime beaucoup la poésie d'Aragon. En même temps j'ai un rapport un peu particulier à cette poésie puisque j'avais lu il y a 7 ou 8 ans le Fou d'Elsa d'Aragon et j'étais à la fois tombée à la renverse devant la beauté de la poésie d'Aragon et en même temps j'ai souvenir que c'était vraiment beaucoup trop long, c'est assez épais le Fou d'Elsa et c'était pesant. C'est vrai que moi j'ai tendance à lire les recueils de poésie de manière un peu scolaire, c'est-à-dire vraiment dans l'ordre, parce que je trouve que c'est intéressant, et c'était le cas pour le Fou d'Elsa, de lire le tout, parce qu'il y avait une cohérence globale. Et en même temps, je pense que ça fait que parfois, je m'inflige de la souffrance en lecture, d'une certaine manière. Mais en tout cas, j'étais restée sur cette idée que même si le Fou d'Elsa était assez long, et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de cette lecture, j'avais quand même très envie de continuer à lire Aragon, à lire la poésie d'Aragon, ce que je n'avais toujours pas fait. Et j'avais eu l'occasion, je sais plus, à 1 ou 2 reprises dans ma vie, d'entendre des extraits du roman inachevé, donc qui est bien de la poésie, contrairement à ce que son titre peut indiquer. Et donc je l'ai acquis à un moment, un peu sur un coup de tête. J'espère que ça me plaira, il est un peu plus court, donc ça devrait être plus simple à lire que le Fou d'Elsa, et puis en même temps, j'ai aussi grandi depuis que j'ai lu le Fou d'Elsa. Peut-être que si je relisais cette œuvre-là, maintenant, je serais moins, je serais moins embêtée par sa longueur. C'est triste à dire parce que c'est un immense auteur, Aragon, et que j'avais vraiment adoré sa poésie, mais j'ai aussi un souvenir d'ennui assez important pendant cette lecture, malheureusement. Donc, je ne lui n'ai pas gardé rancune, et j'ai bien l'intention de lire plus d'Aragon, poésie, mais pas que, aussi les romans, et donc c'est le roman inachevé. Et toujours chez Poésie Gallimard, qui est globalement une valeur sûre, j'ai acheté aucun rapport, mais j'ai acheté Mahmoud Darwish, La terre nous est étroite et autres poèmes. Je n'ai jamais lu cet auteur, je n'ai jamais lu de littérature palestinienne non plus. Il avait été recommandé par Antastasia, elle aime beaucoup cet auteur, et en fait j'aimerais bien lire un petit peu plus de littérature du Proche-Orient, peut-être faire une vidéo sur la littérature du Proche-Orient, mais j'ai encore vraiment lu très très peu de livres de cette zone, donc certaines acquisitions y participent. D'ailleurs je l'avais demandé à Noël et il m'a été offert. Je ne sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée dans l'œuvre de Mahmoud Darwish, mais en tout cas c'était recommandé par Antastasia, et donc je fais confiance à son goût et à ses conseils. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai donc un cadeau qui m'a été offert par Géraldine, merci Géraldine. Station 11 de Emily St. John Mandel. C'est un roman de science-fiction post-apocalyptique. J'aime beaucoup le post-apocalyptique, c'est un genre que j'aime beaucoup en littérature, en film, en général, voilà. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est assez à la mode, donc il y a beaucoup à lire sur ce sujet. Je crois que l'histoire, c'est un peu une troupe de musiciens errants, je vous lis le 4e de couverture. En l'espace de 2 semaines, une grippe foudroyante aux graves symptômes respiratoires a causé l'effondrement de la civilisation. 20 ans plus tard, parmi les rescapés, une troupe d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare. Ceux qui ont connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie, tandis que la nouvelle génération peine à se le représenter. Sur plusieurs décennies, entre le passé et le présent, les destinées des personnages s'entrelacent. Si la vie semble encore possible, l'obscurantisme guette, menaçant les rêves et l'avenir des survivants. C'est un roman assez
ancien, disons qu'il date du début des années 2000, donc effectivement quand on entend parler d'une grippe foudroyante aux graves symptômes respiratoires qui a causé l'effondrement de la civilisation, on se dit ça me rappelle quelque chose. Et en tout cas j'ai très envie de le lire depuis longtemps parce qu'il est souvent cité parmi les grands romans de science-fiction, de littérature, de l'imaginaire, et ça m'intéressait. En plus c'est écrit par une femme, c'est intéressant, et j'aimais bien le fait d'intégrer la question de la musique, du théâtre, de l'art dans un monde où on est réduit en fait à la survie. Donc c'est un traitement qui m'intéresse. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je suis très contente, ça faisait longtemps que je voulais le lire, et donc c'était un excellent cadeau. Merci. Ensuite, j'ai acheté un livre d'une autrice que j'ai encore très peu lu, dont je n'ai lu qu'un ouvrage, c'est Virginia Woolf. J'ai acheté Les Vagues. En fait, Virginia Woolf, j'ai un peu un sentiment un peu mitigé à son égard. Je sais que c'est une très grande autrice anglaise. À ce titre, j'aimerais beaucoup la lire, et en même temps, parfois, en fait, elle est connue pour beaucoup de choses, et notamment pour le stream of consciousness, le flux de conscience, je sais pas trop comment on le traduit. Et c'est quelque chose que, en général, en littérature, j'aime pas du tout. Les gens qui s'en réclament, les gens qui utilisent ce ressort en fait esthétique, moi je n'aime pas du tout. Donc toutes les fois où on voit des choses où il y a a priori l'influence de Virginia Woolf par rapport à cette chose-là, ça fait que moi c'est des livres que je n'aime pas, donc je me dis est-ce que je vais vraiment aimer Virginia Woolf ? Je sais que c'est quand même beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus riche. Et en plus, un jour, il faudra que je vous parle du gros flop que fut pour moi la lecture de A Room of One's Own, c'est-à-dire un lieu à soi, une chambre à soi, quel que soit le titre de la traduction. Voilà, qui est un livre que j'ai trouvé très intéressant dans le fond, mais où la forme m'a beaucoup gênée et j'en garde un très mauvais souvenir. C'est pas du tout politiquement correct de dire qu'on n'a pas aimé A Room of One's Own quand on est féministe, mais voilà, moi c'est un livre qui m'a beaucoup agacée, et je le répète, ça n'est pas sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle démontre, mais au-delà de la thèse initiale que tout le monde connaît, et bien en fait il y a des choses, moi, dans le livre qui me gêne, et on m'a dit « Ah, mais ça c'est très Virginia Woolf !» et je me suis dit « Eh ben, ça va pas être facile !» Bon, en même temps je dis ça, j'ai acheté Les Vagues, voilà, parce qu'à un moment il faut se lancer. Il faut essayer, et j'ai entendu dire beaucoup de bien des Vagues, donc je le lirai. J'avoue, c'est pas ma priorité actuellement de lire Virginia Woolf et ce livre, mais je le ferai à l'occasion. Il n'est pas énorme, donc ça c'est plutôt pas mal. Combien il fait de pages ? 370 pages. Voilà, donc si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Et un jour je vous reparlerai de A Room of One's Own. Ensuite, toujours dans la recherche de lire de la littérature du Proche-Orient, j'ai eu à Noël que j'avais demandé La Porte du Soleil d'Elias Khoury. Alors ça c'est une belle bricasse. J'avais très envie de le lire, il est mort récemment je crois cet auteur, et donc j'en ai entendu parler à cette occasion. Avant je n'en avais jamais entendu parler, mais comme j'ai pas lu beaucoup de littérature du Proche-Orient, c'était pas très étonnant. C'est lié à la guerre au Liban, c'est lié à ce qu'on appelle la Nakba, donc l'expulsion la fuite d'un certain nombre de Palestiniens à la création de l'État d'Israël. Ça m'intéressait de lire ça, en fait, de lire ce grand auteur, de lire ce livre-là. J'espère que ça va me plaire. Je crois que c'est un grand monologue, j'espère que ça se lira quand même bien, surtout que ça fait 800 pages je crois. Mais en tout cas, je suis très contente de le lire. En plus, j'aime bien la couverture. Je trouve assez belle. J'aimais bien celle des Vagues aussi, d'ailleurs. J'aime bien quand il y a des belles couvertures. Voilà, donc ça, c'est Les Vagues, et ça, c'est Elias Khoury. J'aime bien ces couvertures. De toute manière, j'élargis un peu actuellement le panel ou disons les aires géographiques que je lis. Je lis de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas forcément français ou anglo-saxons. J'essaie d'aller un petit peu plus loin, de sortir de ces zones géographiques-là, et je fais régulièrement de très bonnes découvertes, donc j'ai hâte aussi de voir ce que celui-ci peut donner.
Ensuite, là c'est un auteur, on revient en Europe, c'est un auteur albanais très connu, c'est Ismail Kadare. J'ai acheté Avril brisé parce que à un moment je me suis dit, je crois que c'est parce que j'avais fait une vidéo sur les femmes fatales et j'aimais bien le fait d'aborder une thématique comme ça sur le traitement en littérature de la femme fatale, et j'ai eu envie de parler de la vengeance en littérature, donc j'ai acquis un certain nombre ou j'ai repéré que je pourrais emprunter à la bibliothèque, un certain nombre d'ouvrages à travers l'histoire qui parlent de la vengeance. Et comme en Albanie il y a une tradition assez meurtrière qui s'appelle le Kanun, je sais pas comment on dit, qui fait qu'il y a des vengeances à l'œuvre sur des générations entières qui ont un impact important en fait sur la vie de la société. C'est traité de ce que j'ai lu dans Avril brisé, et donc j'avais très envie de le lire, et c'est l'occasion aussi pour moi de découvrir Ismail Kadare que je n'ai encore jamais lu, dont on dit que c'est un immense auteur. Je crois qu'il réside en France, mais il n'écrit pas en français, il écrit en albanais effectivement. Voilà, donc découvrir un auteur connu dans un pays qui m'est totalement inconnu, je trouvais ça chouette. Est-ce que je ferai finalement cette vidéo sur la vengeance? Je ne sais pas. J'ai plein d'idées de vidéos en général, et il y a certaines idées de vidéos qui restent à l'état de simple idée, mais celle-là, j'aimais bien ce thème. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, le thème de la vengeance en littérature traité. Donc voilà, donc ça sera avec Avril brisé et bien d'autres. Je sais pas si j'ai d'autres questions, je suis pas sûre. Mais je compte aussi voilà, emprunter, lire d'autres livres qui traitent de ce thème de la vengeance. Ensuite, un livre qui a été très chaudement recommandé par L'Opiote en papier, dont j'aime beaucoup le conte, c'est Le crime du Padre Amaro de Essa de Queiroz. C'est un auteur classique portugais. Je n'ai jamais lu de littérature portugaise, je pense, donc je serais très contente de le découvrir. Je crois qu'il est réédité, c'est une réédition dans une maison d'édition que je ne connais pas, Chandaigne, et donc je serais très contente de le découvrir. Elle avait été très enthousiasmée par ce livre. C'est l'histoire en fait d'un prêtre très cynique et qui utilise en gros le pouvoir qu'il a en tant que prêtre pour vivre une vie de dépravation, etc. Et il est dit, un jeune prêtre ambitieux, dévoré par les désirs qui couvent sous son statut d'homme de Dieu, confronté à la solitude et à la mesquinerie. Il tombe amoureux, et en fait c'est une descente aux enfers. Il est dit, dans le décor halluciné de ce bourg de province qu'il décrit avec un réalisme implacable, c'est une tragique histoire d'amour, d'un romantisme désespéré qui se noue. Mais derrière les drames des sentiments, la descente aux enfers des protagonistes, ce sont aussi la satire sans concession d'une société morbide et la dénonciation radicale de l'emprise de l'Église sur les âmes qui se jouent. Franchement, ça a l'air super dit comme ça. J'aime beaucoup le côté social en général dans la littérature. Il a aussi fait Les Mayas, qui est une saga familiale que j'aimerais bien lire également. Donc j'espère que celui-ci va me plaire. Il est assez mastoc, il fait presque 700 pages, mais il a l'air vraiment très très bien, donc j'espère le lire à l'occasion. Ensuite, j'ai acquis d'occasion, parce qu'il n'est plus édité, Les Alouettes naïves d'Assia Djebar. Alors en fait, je cherche ce livre depuis très longtemps, pour une raison assez simple, c'est que quand j'étais petite, mon petit frère avait étudié à l'école un poème, et il m'avait bouleversée en fait ce poème, je me l'étais noté tellement je le trouvais beau, et j'ai longtemps cherché, je savais qu'il était d'Assia Djebar, donc je cherchais poésie d'Assia Djebar, etc. Et jusqu'à ce que je découvre que ce poème, qui est assez connu, en fait faisait partie d'un roman, et ce roman n'était plus édité, donc je l'ai acquis d'occasion, c'est Les Alouettes naïves. Je vous lis le début de ce poème, que peut-être vous connaissez, peut-être que vous l'avez étudié aussi. La menthe et l'olivier ont reverdit le sentier. Te souviens-tu des palmiers, de la chamelle et de son lait? Mon amour que j'appelais frère, toi qui es mort à la guerre, nous aimions nous aimer naguère, aux portes bleues du désert, etc. etc. Et donc j'ai envie de voir comment ce poème, quel sens prend ce poème dans ce roman. Et en plus je suis
En fait, j'ai longtemps été réfractaire à la littérature africaine en général, pour une raison assez simple, c'est que le premier livre, je crois que j'ai lu de littérature africaine, c'était dans un cadre scolaire, c'était Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. Je l'ai lu à 16 ans et c'était horrible. C'était horrible, ça raconte l'histoire des enfants soldats. Je savais pas ce que c'était les enfants soldats à ce moment-là, où j'en avais peut-être juste à peine entendu parler, et là c'était vraiment le récit cru, réaliste et halluciné de la vie d'un enfant soldat, donc qui est drogué, qui vit des trucs atroces. Et moi je faisais partie de ces enfants, et même maintenant en tant qu'adulte d'ailleurs, qui ont énormément de mal avec la violence. Et ça m'a traumatisée quoi. Je l'ai revendu il y a quelques années et franchement j'étais heureuse que ce livre quitte mon espace personnel. Peut-être que si je le relisais maintenant, j'aurais plus de comment dire je sais pas, j'y trouverais plus d'intérêt, mais alors vraiment Allah n'est pas obligé et Amadou Kourouma, c'était le traumatisme de mes 16 ans. Donc en fait, j'ai toujours un peu gardé cette vision que la littérature africaine, elle parlait toujours de la guerre, etc. Alors, est-ce que dans une perspective un peu misérabiliste, on ne traduit, on édite en France que les choses qui parlent de la guerre à propos de l'Afrique? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Ou est-ce que vraiment voilà, la littérature africaine ne parle que de la guerre? J'en doute sincèrement, mais j'ai eu un peu ce repoussoir pendant très longtemps, et là ça fait quelques années, ayant cette chaîne, essayant de sortir du côté un peu franco-français et aussi très anglo-centré de mes lectures, que je m'ouvre à d'autres zones géographiques. Et c'était un peu l'endroit que j'explorais pas encore trop en littérature. Je me suis un peu décidée à m'intéresser plus, notamment par le biais des autrices. J'ai cherché les grandes autrices africaines à lire, et c'est vrai qu'en explorant ça, je me suis dit ouais, il y a des choses qui ont l'air super, vraiment intéressantes, vous retrouverez une autre autrice africaine. Donc c'est peut-être le début pour moi d'une réconciliation avec cette littérature qui m'avait fait peur, et c'est dommage parce que la littérature d'un continent entier ne peut qu'être plurielle, intéressante, diverse, aborder énormément de sujets. Je préfère être honnête, et c'est pas évident pour moi de vous dire que il y avait toute une littérature que je n'osais pas aborder, mais là je sens que je commence à m'y intéresser un petit peu plus, et donc je suis contente de découvrir Assia Djebar, qui est quand même une grande autrice. Je me demande si elle n'était pas à l'Académie française, il me semble. Donc voilà, j'espère que ça va être le début de plein de bonnes lectures et de bonnes découvertes, et aussi ça fait de meilleures connaissances des cultures africaines, de ces pays, de leur histoire, etc. Donc voilà, je suis très contente d'enfin sortir un peu de cette ornière. Ensuite, je suis désolée, j'ai un chat qui me bloque. Ensuite, aucun rapport, tout à fait français, donc j'ai acquis Mauprat de George Sand. J'avais beaucoup aimé La Petite Fadette, qui est peut-être son roman le plus connu à George Sand. Et j'ai entendu dire beaucoup de bien de Mauprat. Il me semble que Margarito avait beaucoup aimé. Et ça faisait un certain temps que je cherchais notamment une jolie édition, et je pense l'avoir trouvée. Donc chez Le Livre de Poche, j'aime cette couverture, je vous la montre. Je la trouve très jolie. J'ai pas très bien compris de quoi ça parlait Mauprat. Bernard de Mauprat est élevé dans la violence et la dépravation par son grand-père et ses oncles. Il fait dans de sinistres circonstances la connaissance de sa cousine Edmée, qui est intelligente et volontaire. Elle parvient à prendre son rustre cousin sous son aile. Donc c'est une histoire d'apprentissage pour Bernard, pour devenir digne d'Edmée. Il dit portrait de femme, conte philosophique, roman d'éducation. Ça marque un tournant résolument socialiste et féministe dans l'œuvre de George Sand. Bon, j'ai envie de dire, ça a l'air super, dit comme ça. Puis j'avais été vraiment très agréablement surprise de la lecture de George Sand quand j'avais lu La Petite Fadette. C'était vraiment bien. Après, je pense que ça doit être un peu différent. La Petite Fadette, il y avait un ton un peu naïf, et là je suis pas sûre qu'il y a une dimension naïve, mais en tout cas je suis très contente de la lire.
Ensuite, eh bien, on reste avec un de ses anciens amants, puisque c'est La Confession d'un enfant du siècle de Alfred de Musset. C'est vraiment un des livres très connus de Musset. Il paraît que c'est superbe, il raconte sa vie dans une perspective romantique, il aborde notamment sa relation tumultueuse avec George Sand. J'avais envie de le lire depuis longtemps et je l'ai acquis et voilà, et je suis très contente et je suis sûre que ça sera très bien, il me tarde de le lire. C'est vrai que je lis beaucoup de littérature étrangère, j'en présente souvent sur cette chaîne, mais j'aime aussi lire des classiques de la littérature française, notamment quand c'est du 19e siècle, j'aime beaucoup. Ensuite, sur un petit coup de tête, j'ai acheté les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, j'avais eu des expériences un peu diverses avec elle. J'avais lu, je crois que c'était dans Feu, j'avais lu une nouvelle qui parlait de la figure de Clytemnestre, qui est une figure qui m'intéresse beaucoup en littérature. Alors je sais pas si je peux dire que j'aime beaucoup le personnage de Clytemnestre, parce que c'est quand même une femme qui assassine son mari, mais voilà, j'aime beaucoup la mythologie, c'est très intéressant parce que là aussi il est question de vengeance hein, dans la vie des Atrides, les malheurs des Atrides, et c'est un personnage qui m'intéressait d'autant plus que quand j'étais au lycée, quand j'étais en première, je sais pas si certains s'en souviennent, mais on avait ce qu'on appelait les TPE. C'était une matière, en fait, c'était un cours qui devait joindre plusieurs matières et il fallait à la fin, il fallait présenter un projet, enfin un dossier que j'ai gardé d'ailleurs. Et moi, je l'avais fait avec une camarade sur une comparaison entre Électre de Sophocle et Électre de Giraudoux. Et donc la figure de Clytemnestre est la figure antagoniste dans le mythe d'Électre. Et donc c'est un personnage qui m'avait toujours un peu fascinée, à tel point d'ailleurs que ma famille se fout encore régulièrement de ma gueule à cause de ça. J'avais décidé, je sais pas, vers l'âge de 15 ans, que si j'avais une fille, je l'appellerais Clytemnestre. Alors j'en suis un peu revenue depuis, je pense pas appeler ma fille Clytemnestre, mais donc voilà, c'était un personnage qui me fascinait et donc là, en fait, aucun rapport avec les Nouvelles orientales, mis à part que, pardon pour cette digression, Marguerite Yourcenar avait écrit sur Clytemnestre, elle a écrit beaucoup de choses et j'ai lu L'œuvre noire qui, contrairement à ce que je pensais, m'a pas trop plu. J'ai pas réussi à rentrer dedans, je pensais vraiment adorer les thématiques, la période, tout ça, je me suis dit ça va être super et en fait ça m'avait vraiment vraiment ennuyée. Et donc, mais je n'en tiens pas rigueur à Marguerite Yourcenar pour autant et donc j'avais envie de lire les Nouvelles orientales, je l'ai croisé, je me suis dit bah let's go, voilà, ça va être un recueil de nouvelles et il est assez court, je suis contente de réaborder Marguerite Yourcenar que finalement je ne connais pas très bien, je n'ai pas lu les mémoires d'Adrien dont on dit que c'est extraordinaire. Un jour sans doute je le lirai, mais là en tout cas je suis contente de la réaborder par ce petit livre. Ensuite, c'est vraiment dans le désordre, hein, vous avez vu, c'est tels que je les ai posés à côté de moi. Ensuite, beaucoup plus récent, donc j'ai acheté Je serai le feu de Digli. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. En soi, les dessins de Digli ne m'intéressent pas particulièrement. Je les trouve beaux, mais ça n'est pas ça qui m'a attiré. Ce qui m'a attiré, c'est qu'en fait, elle parle de... Bon, après, j'avoue, c'est quand même beau, quand même, comme dessin. Je fais ma mijaurée, mais c'est quand même très beau. Et en fait, elle aborde, comme elle est passionnée de poésie, Digli, elle aborde plein de poétesses qui existent et à la fois elle en fait une petite présentation et elle donne des extraits de leur poésie. Et actuellement, ça m'intéresse beaucoup de découvrir des autrices, des poétesses que je ne connaîtrais pas. Donc j'ai trouvé que c'était une belle occasion. Après, c'est un gros livre... j'espère que je n'abîmerai pas le côté un peu doré devant, ce qui est très beau. Donc c'est ça, Je serai le feu. Vous voyez, il y a des extraits de... je sais pas si vous voyez bien, oui. Il y a des extraits de poèmes, donc ça a l'air bien. Voilà, ça a l'air bien. Digli, Je serai le feu. Alors, il faut que j'arrive à poser mes livres sans chasser le chat. Ça n'est pas facile.
Ensuite, je vous montre... alors, je vais vous montrer plusieurs livres qui ont un lien. Alors, cette année, je fais quelque chose que je n'ai encore jamais fait, de très intéressant mais qui n'est pas évident. On m'a proposé de donner des cours à la faculté. Moi, je suis absolument pas prof, ni de lettres, ni de rien du tout, c'est pas du tout mon métier. Mais on m'a proposé en fait de donner des cours et je suis très contente, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et notamment un cours où pendant 2 heures j'analyse un ouvrage que j'ai demandé aux étudiants de lire. Donc c'est des étudiants de licence et qui ne sont pas en parcours de lettres, qui sont dans un autre parcours de sciences humaines. J'ai choisi 4 livres et les 4 livres que je leur fais étudier, vous les avez tous vus passer sur ma chaîne. C'est La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, c'est Dans la forêt de Jean Egland, Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-joo et La place d'Annie Ernaux. Et en fait j'ai choisi que des livres qui sont assez courts, qui se lisent très bien, et une majorité de livres écrits par des autrices. Et j'ai essayé aussi d'avoir des autrices qui ne soient pas européennes. Donc il y a 2 auteurs et autrices français, une autrice américaine et une autrice coréenne. Ces 4 livres, je les ai déjà lus, mais en fait j'ai acheté des versions, les versions analysées pour... ça doit être pour les lycéens, parce que c'est collège et lycée. Donc ça c'est Cho Nam-joo et ça c'est Jean Egland. Et le but en fait c'était... ces livres je les ai déjà chez moi, mais c'était d'avoir des analyses et de voir s'il me manquait des informations, d'avoir des idées aussi d'angle d'analyse. Pour l'instant, j'ai déjà fait étudier La Dame aux camélias. Bon, La Dame aux camélias, j'ai pas commandé de livre l'analysant parce que j'ai fait une vidéo de plus d'1 heure sur le sujet. Je me suis dit, entre ce que tu as déjà recherché et des recherches complémentaires, tu as déjà assez de matière. Pour Jean Egland, j'ai été contente d'avoir cette édition, ça m'a donné quelques pistes et ça m'a permis de me lancer, de me dire ah tiens, et si j'abordais aussi tel sujet. C'est vraiment bien fait quand même l'appareil critique, il y a une interview de l'autrice, il y a une présentation de l'autrice, il y a une contextualisation, etc. Il y a même des espèces de petites BD pardon, c'est pas très droit. Une petite BD des choses qui arrivent aux sœurs pour qu'on comprenne et tout. Enfin, franchement, moi quand j'étais en cours, il n'y avait pas du tout des trucs comme ça. C'était pas aussi bien fait, donc j'ai trouvé que c'était pas mal et ça m'a aidé pour faire le cours. Et ensuite, donc, Kim Ji-young, c'est le prochain cours que je vais faire, donc j'ai pas encore commencé à le préparer. C'est hyper long à le préparer. Et donc je l'ai acheté aussi pour me donner quelques billes. Et il y a un livre que je voulais leur faire étudier, mais finalement j'ai pas assez d'heures de cours pour le faire. C'est un livre que je n'avais pas lu. C'est Une si longue lettre de Maria Maba. Je voulais leur faire étudier de la littérature africaine. Donc voilà, c'était aussi pour moi, comme je disais, aussi une occasion de me plonger dans la littérature africaine. Et c'est considéré comme un des grands romans africains. Je ne sais pas en quelle langue ça a été écrit. En tout cas, elle est sénégalaise. Je ne sais pas si ça a été écrit en français initialement. Et j'avais acheté un livre qui... là ne contient pas le texte mais permet d'analyser le texte. Finalement on ne va pas l'étudier en cours puisque je n'avais pas assez d'heures de cours, mais ça me servira peut-être que les prochaines années à un moment j'aurai envie de changer, je leur ferai étudier, ou ça peut même me servir pour une vidéo. Donc j'ai acheté Maria Maba et l'analyse d'une si longue lettre. Donc je suis très contente, il me tarde beaucoup de le lire, même s'il n'y a plus d'urgence puisque je ne donne pas ce cours. Et pour La place d'Annie Ernaux, pareil, j'ai fait une vidéo entière consacrée à Annie Ernaux. Je crois que j'ai lu 8 livres d'Annie Ernaux. Je ne prétends absolument pas non plus que pour La Dame aux camélias être spécialiste de quoi que ce soit. Mais il me semble que j'ai assez de billes pour ne pas avoir besoin d'acheter un livre qui l'analyse. De toute manière, le but c'est pas de faire un travail universitaire, c'est
aussi de leur montrer comment on analyse un livre, leur faire aborder des thèmes, des auteurs, des autrices, des mouvements, etc. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je reviens sur ces 4 livres et comment est-ce que je les ai analysés, voilà, c'est montrer en gros les grands thèmes du cours que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me le dire. Peut-être que si vous êtes enseignant, enseignante, ça peut vous donner aussi des idées de livres à faire étudier donc à des soit lycéens, soit jeunes adultes comme moi. Pourquoi pas faire une vidéo sur ce sujet, sachant que, évidemment, je répète, n'étant pas enseignante, je n'ai pas la prétention de dire comment enseigner ces livres, évidemment. Ensuite, on revient à des choses hors de mes cours. Donc c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc ça, c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Donc merci à ma petite sœur qui m'a offert un petit livre. Donc c'est Orgueil et préjugés, dans une jolie petite édition, c'est en anglais, donc Pride and Prejudice. En fait, c'est la 3e édition que j'ai de Orgueil et préjugés, donc je me demande si je suis pas en train de commencer une espèce de collection des jolies éditions d'Orgueil et préjugés. J'adore Jane Austen, je le dis régulièrement sur cette chaîne. J'adore Orgueil et préjugés, mais ça n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Persuasion. Et donc, elle a flashé sur cette petite édition, et c'est vrai qu'elle est vraiment toute mignonne. Elle commence un peu à perdre de son doré, c'est tout à fait dommage. Mais j'aurais beaucoup de plaisir à relire Jane Austen. J'ai un peu de mal à lire en anglais, malheureusement je perds. Avant j'y arrivais plus facilement. Mais j'avais déjà lu je sais pas lequel j'avais lu, j'avais peut-être lu Persuasion en anglais. Et j'avais trouvé que c'était en fait assez accessible, Jane Austen. Il y a beaucoup de subtilité dans sa langue, mais c'était plus facile que des textes contemporains. J'ai souvenir qu'il y a une dizaine d'années, j'avais lu Joyce Carol Oates, et vraiment c'était trop difficile pour moi. Donc je pense que ça sera un vrai plaisir à relire Jane Austen. Ensuite, ça c'est pour une vidéo que je pense que je vais faire assez prochainement. J'ai acheté 3 livres qui parlent d'amour. Alors, j'ai acheté Jamilia de Chingiz Aitmatov. Et en fait, ce livre, je l'ai fini hier. Je ne vais pas en parler. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est une histoire d'amour qui se passe au Kirghizistan. Donc le Kirghizistan, je savais même pas où c'était. Enfin si, j'en avais quand même une vague idée, mais je ne savais rien de ce pays. Et là, c'est un petit bijou qu'on a découvert en France grâce à Aragon, qui l'a qualifié de la plus belle histoire d'amour au monde. Donc c'est quand même... venant d'Aragon qui chante l'amour comme personne, ça donne quand même une idée du niveau, et donc j'ai acquis Jamilia et bien m'en a prise puisque j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai acheté Nous sommes tous à égale distance de l'amour parce que je cherchais donc des histoires d'amour. Toujours pour cette vidéo, des histoires d'amour, donc dans des pays plutôt en Asie. Et là, c'est un recueil de nouvelles Adania Shibli. On en a malheureusement beaucoup parlé il y a quelques temps, c'était fin 2023, puisque juste après les massacres du 7 octobre, elle devait recevoir un prix pour un livre qui s'appelle Un détail mineur. Et en fait, elle devait le recevoir à la foire du livre de Francfort, je crois. Et en fait, la remise de prix a été annulée parce que il a été estimé que c'était vraiment très peu de temps, peut-être 15 jours, 3 semaines après le 7 octobre, il a été estimé que en gros, remettre un prix à une autrice palestinienne qui a fait une enquête, je crois, sur un crime commis par l'armée israélienne il y a plusieurs dizaines d'années, on a trouvé que dans le contexte, c'était pas très approprié, ce que je trouve assez lamentable en fait comme idée. Et bon, il y avait eu tout un drama autour de ça, et j'ai envie de lire Un détail mineur. En tout cas, c'est pas celui-là que j'ai acquis, parce que moi je cherchais plutôt une histoire d'amour, et donc c'est Nous sommes tous à égale distance de l'amour. C'est régulièrement cité comme un recueil de nouvelles palestinien qui parle d'amour. Donc voilà, je suis très contente de la lire, et comme je disais pour Mahmoud Darwish, je n'ai encore jamais lu d'auteur ou autrice palestinien, donc je suis très désireuse de découvrir cette littérature.
Et enfin, toujours sur les histoires d'amour, j'ai acquis Le Beau Juif d'Ali Al-Moukri, donc c'est un auteur du Yémen, et c'est l'histoire d'amour entre Fatima, qui est la fille du Moufti, et elle tombe amoureuse d'un jeune homme juif. Donc voilà, ça parle des dissensions entre musulmans et juifs, donc un thème qui est toujours d'actualité, et donc j'avais envie de découvrir, j'ai jamais lu d'auteur yéménite. Vous voyez, c'est aussi ma recherche de littérature du Proche-Orient. Voilà, je suis contente d'en découvrir un peu plus, et celui-ci était signalé comme une très belle histoire d'amour. Il est assez court, je pense que lui et Adania Chibli, je vais les lire assez prochainement parce que je commence à avoir lu pas mal de choses pour la vidéo que je prévois de faire. Ensuite, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. On m'a offert Christophe André, Méditer jour après jour. Donc là c'est plutôt du développement personnel. Christophe André, on le voit beaucoup dans les médias, c'est un psychiatre qui fait la promotion de la méditation. Et ça m'intéresse parce que j'ai déjà fait un peu de méditation. Et c'est une collègue qui me l'a offert lorsque j'ai quitté mon précédent poste. D'ailleurs, je me le suis noté. Ce sont 2 collègues, excusez-moi, qui m'ont offert ce livre. Donc je me le suis noté. Sur la première page pour ne pas oublier qu'elle m'avait fait ce cadeau qui me fait très plaisir. C'est pas un livre que je vais lire du début à la fin comme un roman. Je pense que c'est un livre que je vais lire plutôt dans le train pour aller au travail. Donc là actuellement je lis d'autres choses, mais en tout cas je prévois de le lire comme ça, et c'est voilà, qu'est-ce que c'est que la méditation, etc. Le développement personnel, ça m'intéresse. C'est pas non plus ma tasse de thé monumentalement, parce que j'en vois aussi les défauts, c'est assez décrié aussi certaines dérives du développement personnel, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut m'intéresser à certains moments, donc je suis très contente de pouvoir lire prochainement Méditer jour après jour. J'espère que ça m'aidera à mieux réfléchir à la méditation et peut-être à mieux la pratiquer, que je ne fais actuellement. J'en fais pas tous les jours, j'en fais de temps en temps. J'ai des phases. Ensuite, lui, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acquis. C'est l'Extraordinarium de Mathias Malzieu. Donc là, c'est une anthologie d'un certain nombre de romans de Mathias Malzieu que je n'ai encore jamais lu. Donc je me retrouve avec une grosse précasse. Mais j'ai assisté à un spectacle de Mathias Malzieu où il lisait des extraits de ce livre, et franchement c'était hyper réjouissant, c'était super. En soi j'avais pas du tout l'intention de lire cet auteur, je me disais que je sais pas, ça m'intéressait pas trop. Et ça m'a tellement plu la lecture qu'il en a faite que voilà, je l'ai lu, je me suis fait dédicacer, et voilà, et je pense que ça va être bien, et je lirai comme ça de temps en temps un roman de Mathias Malzieu, qui est, je le rappelle, le chanteur du groupe Dionysos. Ensuite, aucun rapport, vous avez vu, c'est vraiment très panaché. J'ai acheté Christine Lavransdatter de Sigrid Undset, j'avais adoré en 2023 Vigdis Lafarouche. Et ce livre, pendant longtemps, n'était plus édité. Et donc, il a été réédité récemment. Il faut dire qu'il y a plusieurs booktubeuses en vue qui en ont parlé très chaleureusement, en tout cas de Vigdis Lafarouche. Il y a Antastasia, il y a Nabolita, il y a Margarito, etc. Donc là, c'est une trilogie qui retrace... voilà, c'est une trilogie consacrée à Christine Lavransdatter, un personnage de Sigrid, et on dit que c'est un peu son grand œuvre. Donc c'est une grosse brique, mais il y a trois romans dedans, donc je suis pas obligée de les lire les uns après les autres. C'est toujours dans le même registre en fait que Vigdis Lafarouche, c'est-à-dire ce côté médiéval, sachant qu'elle a écrit aussi des ouvrages qui ne sont pas médiévaux, Sigrid Undset, par exemple Jenny, etc. C'est ce qu'elle appelait les romans de nos jours. Et donc si jamais ça vous intéresse d'entendre mon avis sur Vigdis Lafarouche, j'en ai parlé dans une vidéo consacrée aux premières autrices que j'ai lues qui ont eu le Nobel de littérature, puisque je lis toutes les autrices qui ont eu le Nobel de littérature, et je vous mettrai le lien vers celle où je parle de Sigrid Undset. Donc il me tarde beaucoup de lire Christine Lavransdatter. Ça, on me l'a offert. C'est un roman historique, ça s'appelle Une soif de livres et de liberté de Janet Skelsilien Charles. C'est l'histoire d'une bibliothécaire qui travaille à la Bibliothèque américaine de Paris, et lorsque arrive la Seconde Guerre mondiale,
Elle s'engage dans la résistance avec les livres. On me l'a offert, et on me l'a offert parce que ça parlait de livres certainement. Et donc ça a l'air bien, je le lirai à l'occasion. Tatiana de René a dit un roman qui se dévore. Et enfin, un truc que j'avais acheté un peu sur un coup de tête, il était recommandé dans une librairie que j'aime beaucoup, la librairie Série B à Toulouse. C'est Solarpunk vers des futurs radieux, un recueil de nouvelles sur le thème du solarpunk. Donc il y a le solarpunk, le hop-punk, etc. C'est un peu le versant lumineux de la dystopie, en fait, du post-apocalyptique. C'est d'imaginer des futurs plus radieux, plus radieux, dans lesquels on peut avoir de l'espoir. Et donc j'ai acheté ça. J'aime bien la couverture, je trouve très belle. J'aime bien ce type d'esthétique très futuriste. J'ai pas beaucoup acquis de littérature de l'imaginaire parce qu'en fait, j'en lis actuellement, mais je lis beaucoup Robin Hobb, donc ça fait que ce que j'ai acquis en littérature de l'imaginaire stagne un peu dans ma palle, donc j'en achète pas beaucoup plus. Et en plus actuellement, comme j'essaie aussi un peu de réduire mes acquisitions de livres, voilà, forcément, j'achète moins de littérature de l'imaginaire. Voilà, j'espère que ce book haul vous a plu. Si jamais vous avez lu certains de ces livres ou certains de ces auteurs et autrices, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.